Vue de chez nous, une émission proposée par les élèves de l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy. Vue de chez nous. Bonjour à tous et bienvenue dans Vue 2 Chez nous. Vue 2 Chez nous. Et oui, vous écoutez Radio Broadjonette sur le 92.6, le 97.3, le 94.8 et le 101.7. Nous sommes au mois de novembre, il pleut, il fait nuit à 17h, mais heureusement nous sommes là et nous allons apprendre tout en nous amusant. Allez, nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous écoutez la 7ème émission de Vue de chez nous. Et vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, #VDCN. Que s'est-il passé durant le mois de novembre ? Quelles informations vous ont marqué pendant ce mois ? Comment va le monde ? Comment va le monde, Owen ? Les élections de primaire avec François Fillon contre Juppé. Et Louis, comment va le monde ? Eh ben oui, François Fillon a créé la surprise en arrivant à la tête du classement. Il y a également une surconsommation des antibiotiques en France. Vous êtes déprimé, Valentine ? Non, pas forcément. Non. Hugo, comment va le monde ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est la grève les footballeuses américaines, de la sélection américaine, qui veulent faire grève pour protester justement contre la différence de salaire pour les footballeurs entre les hommes et les femmes. Antoine ? Eh bien, moi, j'aimerais parler du fait que Angela Merkel se présente pour un 4e mandat en Allemagne. Fleur ? Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est que Haïti, il élu son président après 1 an d'incertitude politique. D'accord. Kelvin ? Donc moi, c'est l'enfant qui a été nommé Mohamed Merah à Nice, qui m'a un peu choqué. Donc voilà. Merci Kelvin. Margot ? Alors moi, c'était le dimanche 20 novembre. C'était la journée internationale des droits de l'enfant. Anaïs ? Moi, c'est Thomas Pesquet, donc le Normand, qui est parti dans la station internationale. Maëlène ? Moi, c'est le concert de Sting qui a été fait pour les 1 an des attentats du Bataclan. Hugo ? Moi, c'est avant-hier soir à Rennes, il y a eu avant-hier soir après-midi, il y a eu... Avant-hier après-midi, il y a eu le plafond qui s'est effondré d'un magasin à Rennes. Et moi, c'est le prix Goncourt du lycéen qui a été attribué au livre Petit Pays. Merci à tout le monde. Louis, il y a un personnage qui vous a marqué particulièrement ce mois-ci. Et oui, alors je pourrais vous parler d'un monsieur au gros sourcil qui a créé la surprise ce week-end, ou alors de notre ancien président que l'on n'est pas prêt de revoir selon ses dires, mais ça aurait été un peu facile. Alors non, je vais vous emmener dans un pays européen et je vous demande qui est cette personnalité qui fait l'actualité dans ce pays européen. C'est un homme politique, du coup, t'as dit ? Non, c'est une femme. Ah d'accord. Est-ce que ce serait pas une Allemande par hasard ? Eh ben si. Est-ce que ce serait pas Angela Merkel comme j'en parlais ? Eh si, Angela Merkel a annoncé dimanche dernier qu'elle briguerait un 4e mandat à la tête de son parti, la CDU, et donc en même temps chancelière de son pays. Les élections législatives qui reconduiront ou non Angela Merkel à la tête du pays auront lieu en septembre 2017. Après déjà 11 ans à la tête du pays, elle pourrait concurrencer les records de longévité au pouvoir en Allemagne. 55% des Allemands souhaitent qu'elle fasse un 4e mandat. Résultat en septembre. Merci Louis, et finalement c'était facile comme personnage. Eh bah oui, il y avait Antoine. Moi je vais vous poser une question de culture générale. En France, dans quelle ville se trouve l'adresse du Père Noël ? Au pôle Nord. Non, en France, les enfants envoient une lettre au Père Noël avec leur liste de cadeaux. Où est-ce qu'elle arrive ? Owen ? Je me souviens peu de la ville précise, mais je sais que c'est vers l'ouest. Vous voulez des propositions ? Ouais. Oui. Pontivy ? Rohan ? Régigny ? Ou Libourne ? Libourne. C'est trop facile. Bon allez, juste après une pause musicale, on parle des élections américaines. A tout de suite sur Radio Broadjonette.
c'était Totoro sur RBG. Aujourd'hui, nous allons discuter des élections américaines. Mais avant de commencer, Antoine, comment élit-on le président américain ? Eh bien, comme d'habitude avec les États-Unis, c'est loin d'être simple. Parce qu'il faut savoir que le jour le 9 novembre, le jour où tout le monde a voté pour son président, c'est-à-dire pour Trump, ils n'ont pas élu Trump, les Américains. D'abord, ils ont élu des grands électeurs. Parce que les États-Unis, comment ça fonctionne ? Il faut savoir que dans chaque État, il y a un certain nombre d'électeurs, de grands électeurs qui sont élus, qui sont en fonction du nombre d'habitants dans cet État. Par exemple, en Californie, il y a 55 grands électeurs. Et donc, plus un candidat, comme par exemple républicain comme Trump ou démocrate comme Clinton pour ces élections-là, remporte d'États et de grands électeurs, plus ils ont de chances d'être élus. Et il faut savoir qu'il faut un minimum de 270 grands électeurs pour pouvoir être élu aux États-Unis. Donc Trump a largement pas dépassé les grands électeurs qu'il devait obtenir. Et donc c'est pour ça que Trump est passé, même si techniquement il n'est pas encore été élu, puisque ces grands électeurs voteront un peu plus tard pour pouvoir élire leur président. Mais justement, Louis, quel rôle joue le président américain aux États-Unis ? Eh bien, le président des États-Unis représente le pouvoir exécutif. Il est le chef des armées et a une certaine liberté en politique extérieure. Il est le chef de la diplomatie, c'est-à-dire qu'il représente les États-Unis à l'étranger. On nomme aussi les ambassadeurs. Il est le chef de l'administration et législateur en chef, c'est-à-dire qu'il nomme ses ministres, mais il ne peut pas proposer de loi. Par contre, il dispose d'un droit de veto au Congrès pour s'opposer à une loi, même si en réalité c'est un peu plus compliqué que cela. Le locataire de la Maison-Blanche peut aussi être bloqué en cas de cohabitation, c'est-à-dire quand le président est d'une couleur politique et que le Congrès est d'une autre couleur politique, comme Obama depuis 2 ans. Hugo et Mylène, vous avez regardé la nuit de l'élection américaine. Que s'est-il passé ? Donc le bilan de la nuit américaine, donc par exemple à 22h heure française, ça a été le commencement. Donc on a attendu la fermeture des premiers bureaux de vote et les premiers résultats sont tombés. Donc par exemple, les premiers résultats, c'est Trump qui a remporté 2 États, donc l'Indiana et le Kentucky. Et donc ensuite à 2h heure française, donc les résultats ils continuent de tomber les uns après les autres et donc c'est la surprise parce que Trump est en tête dans la plupart des États indécis. Et là, c'est là où on peut se dire que Donald Trump il peut remporter l'élection présidentielle. Car là, il a plus de voix et pour l'instant plus de grands électeurs qu'Hillary Clinton. Ensuite, Trump il remporte l'Ohio, qui est un État indécis mais qui est très important pour remporter cette élection. Et donc, petit soulagement pour Hillary Clinton, elle remporte le Virginie et le Colorado. Et donc, à environ 5h10 du matin heure française, Donald Trump remporte la Caroline du Nord. Et c'est comme l'Ohio, un État indécis très important. Et il a 90% de chance de gagner à ce moment-là. Alors ensuite, Trump remporte la Floride, qui a un très grand électeur. Vers 8h heure française, on ne connaît pas encore les résultats officiels, mais il a remporté 7 États, Trump. Vers 8h30, donc Donald Trump remporte le Wisconsin et officiellement déclaré vainqueur de l'élection. Et donc après, il fait son discours de victoire. Clinton l'appelle pour le féliciter, tout ça. Trump remporte 30 États, Clinton 20 États. Et Hillary Clinton a 232 électeurs et Donald Trump a 290 grands électeurs. Gabriela Viengrad, une franco-américaine de 17 ans qui vit au cœur de New York, est en ligne avec nous. Bonjour Gabriela, aurait-on dû prendre au sérieux Donald Trump ? Bah écoute, je pense que tout le monde l'a pris au sérieux. Il a été choisi en tant que candidat pour la partie républicain. Donc là, on l'a pris un peu plus au sérieux, mais je trouve que les grandes villes, les villes qui sont plutôt pour la gauche, plutôt beaucoup plus démocrates, on pensait pas qu'il allait gagner, quoi. On pensait pas qu'il allait aller déjà si loin, et on pensait que ça allait finir avec Hillary en tant que président. Mais pourquoi les électeurs n'ont jamais imaginé Hillary Clinton perdante ? Les gens qui voulaient voter pour Trump, on appelle ça les supporters silencieux. En fait, les sondages, ils ont demandé aux gens, tout le monde avait un peu honte de dire qu'il voulait voter pour Trump, parce que déjà, il dit des propos complètement racistes, des propos complètement contre tout ce qu'on doit dire dans la vie, tout ce qu'on a appris à l'école. Ces propos sont quelque chose de très nouveau pour un politicien, parce que normalement, ils sont pas
aussi directs, même s'ils le sont toujours aussi racistes. Et aussi, l'Amérique, c'est un pays, ou les États-Unis, c'est un pays tellement, tellement grand. Moi qui vis à New York, on se rend pas compte des gens qui habitent au milieu des États-Unis. Pour nous, c'est un autre monde. On vit dans une bulle. On peut pas imaginer la vie là-bas. On peut pas imaginer les gens tellement racistes qu'on peut pas comprendre. Donc pour nous, Hillary, c'était le choix clair et c'était quelque chose qui allait se faire. Il y avait donc un décalage entre la population urbaine et la population rurale. Ah oui, et de toute façon, c'était depuis des années, depuis les débuts des États-Unis, c'était toujours comme ça. C'était toujours cette séparation de républicains et démocrates. Les villes, c'était plutôt pour les démocrates, et les petites villes ou la campagne plutôt, c'était pour les républicains. Et on peut le voir à travers une carte des États-Unis, on voit qui a voté pour qui. De toute façon, c'était toujours comme ça. Mais on a ce problème où on a ces États qui sont toujours entre les deux. On a ces États qui sont parfois complètement démocrates, parfois complètement républicains. Parce que pour nous, c'est pas par le vote populaire, c'est par vote électoral. Je sais pas si vous connaissez le système, mais chaque État a un nombre de voix. Et c'est soit complètement démocrate, soit complètement républicain en fonction des votes. Justement, qu'est-ce que tu penses du suffrage universel direct ? Je trouve que c'est un système qui est complètement ancien et qui devrait être changé, et tout le monde pense ça. En fait, le système a été mis en place pour que les grandes villes ne choisissent pas le président. C'est-à-dire que à chaque vote, si c'était par vote populaire, c'est en gros Californie et New York qui à chaque fois qui voterait pour le président, et pour permettre aux États plus petits, aux endroits plus campagne, d'avoir une voix, ils ont mis en système ce système. D'accord. Ils ont mis en place le collège, on appelle ça le collège électoral. Et quelle différence as-tu vu entre l'élection d'Obama et l'élection de Trump ? C'est sûr, déjà, je trouve que l'élection de Trump, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la politique. Déjà, on n'a jamais vu des candidats tellement, je trouve, tellement en tant que politicien, tellement, tellement choquant, on peut dire. C'est-à-dire que depuis maintenant, toutes les élections, on a quelqu'un, parti démocrate, quelqu'un, un parti républicain, qui sont soit des politiciens avant, soit quelqu'un de très réputable dans leur métier. Mais là, tout à coup, on a un candidat qui est déjà pas du tout politicien, un candidat qui a pas de vrai plan, un candidat qui a pas vraiment cette expérience en tant que politicien, qui connaît pas vraiment toutes les lois. Et la différence, c'est que aussi qu'il est quelqu'un de très très direct, qui dit les choses comme ils sont, de façon de dire, mais pas vraiment, dit les choses racistes au lieu de le dire d'une manière beaucoup plus je sais pas, beaucoup plus élégant, beaucoup plus moins direct, moins raciste, quoi. Et justement, Trump est un candidat anti-système ? Oui, c'est un candidat complètement anti-système, et c'est ça qui a, en fait, je trouve, qui a vraiment permis qu'il a gagné. Mais c'est la même chose qu'on a vu avec Bernie Sanders. C'était Bernie Sanders contre Hillary en tant que représentant, en tant pour la partie démocrate, et c'était la même chose. Bernie était complètement anti-système, anti-Amérique, anti-tout. Il voulait tout remettre en arrière, il voulait tout enlever, et ça a vraiment créé un effet vraiment positif aux États-Unis, parce que ça a permis aux gens de voir, de vraiment essayer de progresser, de voir une nouvelle vue sur les États-Unis. C'était bien pour Bernie Sanders, mais il n'a pas gagné. Et Donald Trump, il est un peu pareil pour ça. Il est anti-constitution, on peut même dire qu'il est même pas républicain en ce moment. Je pense que lui non plus, il savait pas qu'il allait gagner.
Et je pense qu'il essaie de abaisser les tensions là parce que on n'a jamais vu ça après une élection, qu'il y a autant de manifestations, qu'il y a autant de personnes en colère. Donc je pense qu'il essaie je pense qu'il a un peu peur. Il essaie vraiment de dire tout pour plaire en ce moment. Toi, justement, en tant que jeune femme, est-ce que tu es déçue qu'une femme ne puisse pas accéder à la Maison-Blanche ? Je suis très déçue, et le truc que je trouve le plus choquant, c'est que je pense que c'était 53% des femmes blancs aux États-Unis ont voté pour Trump, et je trouve ça complètement honteux, complètement. Oui, et c'est déjà les États-Unis en tant que système politique, ils n'ont pas beaucoup de représentation de femmes, et là encore, je trouve que Hillary, parce qu'elle est une femme, elle a eu beaucoup de désavantages, même si beaucoup de gens ont pensé que beaucoup de gens allaient voter pour elle juste parce qu'elle est une femme, mais c'était pas du tout le cas. C'était pas vraiment les meilleures candidates contre Trump, même si je voulais qu'elle gagne, même si je trouvais que c'était la meilleure que je voulais que c'était la meilleure candidate pour être président. Elle avait beaucoup, on peut pas dire qu'elle n'était pas complètement liée aux élites. Oui, elle a fait que ça, elle a 30 ans qu'elle est dans le système, elle était mariée à Bill Clinton, qui était l'ancien président, elle était secrétaire d'État. Oui, toute sa vie, elle était dans ça, et je trouve que c'est pourquoi quelqu'un n'a pas voté pour elle, qui a tellement d'expérience, que pour Trump, qui sait que marchander, qui sait que mettre des gens en dette. Cette élection te fait peur ? Oui, franchement, ça fait un peu peur. Je sais que moi, directement, je vais pas être complètement affectée par les élections, mais ça fait peur ça fait peur surtout pour moi que il y a tellement de gens aux États-Unis qui ont pu voter pour lui, tellement de gens finalement qui sont racistes, tellement de gens qui sont vraiment pas du tout éduqués. Et ça, c'est un peu comme une réflexion sur l'Amérique. Et sur ce côté-là, je suis extrêmement déçue des États-Unis, et extrêmement déçue d'être américaine au final, parce qu'on voit vraiment cette élection a vraiment ouvert les yeux, et on peut voir vraiment cette division d'éducation, cette division de classe aux États-Unis, finalement cette division aussi de race, et c'est quelque chose qui fait peur en même temps, qui fait peur. Quelles sont les conséquences pour toi de cette élection ? Oui, des conséquences. Donc, déjà, on peut voir dans les infos que depuis les élections, des jugements, des propos racistes sont faits dans les écoles, partout dans la rue. Il y a plein de gens qui disent aux femmes musulmanes dans la rue maintenant d'enlever qui vont dire qu'ils vont sortir, ils vont se faire sortir de ce pays, que les latinos qu'on voit sur la rue, ils se font agressés par des gens racistes. Et moi, j'ai beaucoup d'amis dans ces universités américaines. Par exemple, j'ai une amie dans une université en Pennsylvanie, et cette université a été dans les informations juste après les élections. Cette université, quelqu'un a mis un groupe sur Facebook et a envoyé à dire on va tuer tous les noirs. Ils ont ajouté tous les noirs, mais mon amie elle est noire américaine dans ce groupe-là, et c'est quelque chose qui fait peur. On pense pas qu'en 2016 tant de racisme et tant de violence. Oui, complètement un retour en arrière. Et c'est quelque chose qui me fait très peur, et qui fait très peur pour l'avenir des États-Unis. Tu as manifesté ? J'ai pas pu participer parce que j'étais malade en ce moment, mais par exemple, mardi, il y avait à New York, il y avait qu'on appelle un walkout. C'est quand toutes les lycéens sortent dans les rues de New York et participent à une manifestation. Et beaucoup de mes amis ont fait ça. L'école était d'accord. Donc, oui, j'ai pas pu participer, mais
on voit vraiment cette solidarité. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important de faire. Et dans une ville comme New York, on n'a pas vraiment l'autre vue qui est pour Trump. Donc c'est dur de dire comment c'est dans ces autres villes, comment c'est dans ces autres États. En France, on compare beaucoup Marine Le Pen et Donald Trump. Penses-tu que cette comparaison soit juste ? Ah oui, je trouve que la comparaison est très juste, mais je trouve que en même temps, Donald Trump, c'est son propre personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas... En fin de compte, c'est quelqu'un de... On peut dire que c'est quelqu'un sorti même d'une télé-réalité. Pour conclure, en un mot, comment qualifierais-tu cette élection ? Oula... Bon, je peux dire plein de choses, mais je dirais peut-être monstrueux, étonnant. Moi, je dirais étonnant. Merci Gabriella d'avoir répondu à nos questions. Et on continue de parler des élections américaines. Charlène, toi, tu vas nous présenter la candidate qui était favorite, Hillary Clinton. Exactement. Alors, qui est Hillary Clinton ? Donc, Hillary Clinton, c'est une femme de 69 ans. C'est la femme de l'ancien président Bill Clinton, avec qui elle a eu un fils et une fille, Chelsea. C'était celle qui représentait le clan démocrate face à Trump. Elle a été secrétaire d'État sous Obama et elle était partisane de l'égalité des chances. De notre point de vue, en tant que Français, c'était une candidate de confiance parce qu'elle suivait les idées d'Obama. Elle a été soutenue par de nombreuses stars internationales comme Katy Perry, Pharrell Williams. Elle avait la majorité américaine. C'est un rempart contre Trump, comme on le voit avec les manifs Paris Against Trump. Et aussi, elle avait une vidéo propagande vraiment, vraiment touchante. Mais du point de vue américain, je parle bien d'un Américain moyen, blanc. Pour eux, c'est juste une femme qui veut aider les femmes, les homosexuels, les handicapés, les noirs, les pauvres, mais qui propose rien pour les Américains blancs de classe moyenne. C'est aussi une femme qui a passé sa vie dans les affaires de l'État, et avec les problèmes d'email, ça n'a rien arrangé à sa candidature. Et aussi, c'est pas non plus la candidate avec la famille américaine typique, grande famille soudée, comme c'est habituellement le cas. Et justement, Antoine, pourquoi Hillary Clinton était un symbole ? Eh bien, je dirais que c'est un symbole principalement parce que c'est le symbole en fait des États-Unis tel qu'on le connaît depuis vraiment des années, tel qu'il est en tant que système. Parce que Trump, lui, s'il représente plus la nouveauté, l'anticonformisme et un peu l'anti-tout, en fait, l'anti-système américain, Clinton, elle, qui a déjà été secrétaire d'État, qui a déjà travaillé au gouvernement, représente plutôt en fait un État qui ne changerait pas tant que ça au niveau des États-Unis. Mais Maëlène, le fait que ça soit une femme, ça n'a pas fait d'elle un symbole quand même ? Si, je pense quand même, parce que c'est pas rien une femme qui peut devenir présidente. C'était nouveau dans l'histoire des États-Unis, ça aurait été la première présidente. Oui, donc c'est quand même un symbole fort. Et vous croyez que ça peut arriver en France, une femme présidente ? Ça dépend qui. Mais pourquoi elle n'a pas été élue, Hillary Clinton ? Donald Trump accusait surtout Hillary Clinton sur ses erreurs et il a construit toute sa campagne sur les erreurs d'Hillary Clinton et ça a marché visiblement. Hugo ? Après, je pense que les Américains, comme beaucoup de la population mondiale à l'heure actuelle, en ont marre en fait. Et là, en plus, Clinton, c'était la femme d'un ancien président. Et les Américains voulaient pas justement qu'il y ait cette espèce de dynastie qui se reproduise. Et donc là, Trump est arrivé. C'était le seul d'ailleurs qui disait vraiment, faisait croire qu'il disait vraiment ce qu'il pensait, qui était honnête, alors que je pense qu'au fond, il est comme tous les autres hommes politiques. Il a ses secrets aussi bien gardés de son côté. Et du coup, ça a inspiré, je pense, un renouveau pour les États-Unis et pour les Américains qui, qu'on a eu ras-le-bol en fait de
Je pense pas que c'est contre justement Obama, mais c'est vraiment, ouais, il fallait un changement. Et Trump, pour eux, incarnait ce changement. C'est peut-être ça, Hillary Clinton qui, elle, voulait unifier, qui voulait réunir. Elle a fait un contraste avec Donald Trump qui, au contraire, lui, avait des positions tranchées qui étaient plus directes. Oui, je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'était vraiment les deux candidats opposés, quoi. Et Trump est passé, je pense, parce que justement, Hillary Clinton est la femme d'un ancien président et que, ouais, justement, il voulait pas qu'il y ait un cycle qui se renouvelle et vraiment une notion de changement. Il voulait une rupture. Ouais, c'est ça. Justement, Owen, est-ce que tu peux nous présenter Donald Trump ? Alors oui, on va présenter Donald Trump. Alors on le sait tous, il a 70 ans, il est né en 1946. Et il est désormais il va devenir le 45e président des États-Unis. À travers son discours, on a pu voir de Donald Trump que c'était un homme arrogant, provocateur, mais c'est pas tout ce qu'on sait. Tout d'abord, ses grands-parents sont des immigrés allemands, et eux, ils ont trouvé fortune dans l'exploitation d'hôtels et de restaurants. Donc c'est vraiment quelque chose de famille, notamment son père, Fred Trump, qui est le cofondateur en fait de l'entreprise Elizabeth Trump & Son, rebaptisée The Trump Organization par Donald lorsqu'il devint le patron. À 13 ans, ses parents l'envoyèrent dans une école militaire. Alors il a grandi dans cette école militaire notamment, jusqu'à ses 18 ans. Et à 22 ans, pendant ses études, il a rejoint l'entreprise de ses parents, où il s'est fait une place assez importante. Et à ce moment-là, c'est devenu un travailleur assez important. En 1995, donc, il est devenu le patron, il a fondé sa propre société, Trump Entertainment Resorts. Et c'est dans cette période-là qu'il a créé beaucoup d'immeubles portant souvent son nom. Donc on a notamment le Trump Tower, le célèbre, à New York. Et il a également construit pas mal de casinos, dont l'improbable Trump Taj Mahal. Donc dès les années 80, il a rejoint la politique américaine, en fait. Il supportait beaucoup Ronald Reagan, en fait. Il a rejoint le Parti républicain à l'époque et il réfléchissait déjà à se présenter aux primaires républicaines en 1988. Donc à cette période-là, ça a été George Bush père qui a gagné, donc qui a été le président des États-Unis. Donc lui, il a quitté le Parti républicain et il est passé un peu partout. On l'a vu un peu partout, avant qu'il revienne en 2009 et en 2012, parce qu'il y a encore une scission, chez les républicains. Entre-temps, il aura financé la campagne pour l'investiture démocrate de Hillary Clinton. Il est aussi devenu une célébrité people médiatique. Donc il a été le présentateur d'une émission aujourd'hui très connue de télé-réalité de 2004 à 2015. Il s'agit de The Apprentice, dans laquelle des hommes d'affaires doivent remplir des missions en rapport avec le business et tout le business pour éviter d'être éliminés. En d'autres termes, en fait, ils étaient licenciés par Donald Trump qui, à chacun de ses renvois, lançait une de ses répliques fétiches connues, « You fired », littéralement « déviré ». Voilà. Donc c'est donc en 2016 qu'il se présente aux primaires républicaines, il les remporte et devient par la même occasion le 45e président des États-Unis d'Amérique. Justement, le fait qu'il ait été présentateur de télé-réalité, ça l'a aidé puisque les gens venaient le voir à ses meetings parce que c'était une star finalement. Antoine, pourquoi on peut qualifier Donald Trump de populiste ? Quelqu'un qui est populiste, déjà, il faudrait peut-être définir un peu le terme. Quelqu'un qui est populiste, c'est quelqu'un... Oui. C'est quelqu'un qui dit ce que le peuple a envie d'entendre. Et sachant que Trump, pendant très très longtemps, a été justement aux télé-réalités et a énormément interagi avec les jeunes via la télé, il a toujours dit ce que les jeunes voulaient entendre et surtout, d'une certaine façon, les jeunes ont grandi avec lui, les gens ont grandi avec lui, le connaissent et savent que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense généralement. Du coup, s'ils entendent Trump, leur candidat qui dit qu'il va faire quelque chose, ils sont persuadés qu'il le fera. Owen ? Je pense que les gens, ils ont découvert Trump d'une autre manière que par la politique, en fait. C'est sûrement ça, ils se sont dit, voilà, Hillary Clinton, Bill Clinton, on les a connus en tant que politiciens, et c'est ce qui n'était pas arrivé à Donald Trump. On l'a connu en présentateur de télévision, en homme d'affaires, donc il a beaucoup de facettes, et du coup, les personnes le connaissent sans doute mieux qu'Hillary Clinton, qui est peut-être un peu flou pour les Américains. Margot, est-ce que tu penses que Donald Trump va appliquer ce qu'il a dit ? Bah, j'espère pour les Américains, parce que... T'espères qu'il va appliquer ce qu'il a dit ? Ben, non, pas les frontières fermées, je ne sais quoi, mais j'ai vu un reportage où des femmes qui l'aimaient bien, entre guillemets, ils n'ont pas dit des choses si bêtes que ça. Hein. Il peut avoir de bonnes idées, peut changer quelques facettes.
Mais tout le monde reste sceptique. Par exemple, ces temps-ci, il essaye de se débarrasser des lobbies. Donc, c'est une chose qu'il fait. Après, il pourra pas non plus faire ce qu'il voudra vraiment. Ce sera pas le patron des États-Unis en fait. Si c'est pas comme une entreprise des États-Unis, je veux dire Obama pour finir sur son dernier mandat, il pouvait pas non plus faire ce qu'il voulait justement à cause du Congrès, il était bloqué sur certaines mesures. Mais au niveau de la politique extérieure, il a quand même plus de liberté. Au niveau de la politique intérieure, certes, il a les mains liées par le Congrès, mais au niveau de... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, je sais pas si... Il disait des mesures, mais je me pose la question, est-ce qu'il s'attendait vraiment aussi à être président ? Ça, je suis pas forcément sûr. Quand il s'est lancé, je pense que c'était plus pour une notion de buzz que de devenir président. Et donc là, je pense que ces mesures, on a bien vu quand il a fait son discours d'ailleurs, ces mesures, il va peut-être pas toutes les respecter, toutes les prendre. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Hugo. Je pense pas qu'il va appliquer tout ce qu'il a dit. Je pense qu'il l'a bien dit pour être populaire et que on l'a déjà vu dans ses interviews, il s'est quand même vachement calmé. Il incite beaucoup moins à la haine. Et donc, je pense que ça va dépendre totalement des représentants qu'il va élire. Ça dépendra s'il élit encore des conservateurs ou autres. Après, il ne faut pas oublier quelque chose d'assez important. Trump a souvent proposé des solutions simples à des problèmes très compliqués. Ça a toujours été l'un des slogans de Trump. Sauf que la politique, c'est tout sauf quelque chose de simple. Et de ce fait, par exemple, rien que d'un point de vue international, par exemple, il prône de se rapprocher de la Russie et de s'éloigner de la Chine, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'il ne pourra pas forcément faire, parce qu'il ne faut pas oublier l'ONU, par exemple, ou le Conseil de sécurité, qui il va sans doute essayer de se rapprocher des membres, comme tout le monde l'a toujours fait, pour pouvoir appliquer des choses grâce à l'ONU. Donc il faut savoir que s'il a beau proposer des solutions extrêmement simples, dire je vais faire ça, il faut qu'il réfléchisse à des solutions vraiment plus poussées, plus approfondies que ce qu'il nous a dit pour l'instant en politique. Donc il n'appliquera pas tout uniquement parce qu'il ne peut pas tout appliquer sans les pousser et sans y réfléchir un peu plus. Mais les Américains ont voté pour Donald Trump. Est-ce que la démocratie est-elle toujours bonne ? Est-ce qu'il faut toujours écouter la démocratie, Hugo ? Bah oui, carrément. Les Américains ont fait leur choix. On va pas, nous on est français, on peut pas juger ce que vivent les Américains outre-Atlantique. Après, ils ont exprimé leur choix justement par un bulletin de vote. Donc c'est bien, c'est une bonne, c'est mieux que de prendre son fusil rangé dans son placard et d'aller se tirer dessus quoi. Bah ouais, je pense à la manifestation française Paris Against Trump, qui est quelque chose de vraiment ridicule. On va pas se le cacher. Des Français qui donnent leur avis sur le choix des Américains. On n'a pas à voter et donc on n'a pas à donner on a le droit de donner notre avis, mais pas de manifester pour qu'ils changent de président. Après, ce que je vais dire, je n'applique aucun avis particulier, mais la démocratie, ça n'a pas toujours réussi à tout le monde, parce que Hitler a quand même été élu de façon démocratique, ne l'oublions pas. Donc, est-ce que c'est forcément un bon choix ? Je ne sais pas, et c'est pas à nous en tant que Français de décider ça, c'est aux Américains de prendre le choix. Que justement, c'est légitime de manifester après l'élection de Trump, ou alors on aurait dû réfléchir avant ? Je pense qu'on aurait dû réfléchir parce que, on n'est pas à leur place, mais après c'est vrai que, voter pour quelqu'un qui a fait de la télé-réalité, c'est un peu, voilà. Mais il y a des différences quand même entre la presse, les élites et le peuple finalement. Est-ce que ce décalage est normal ? Est-ce qu'on le retrouve ici aussi ? Comment vous l'expliquez ce décalage ? Je pense que justement, oui, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais radoter un peu, mais les Clinton sont depuis assez longtemps en politique et donc sont peut-être moins proches du peuple que Trump qui a réussi après en tant qu'entrepreneur. Donc il fait quand même partie d'une élite, Trump, il est milliardaire, on va pas se le cacher, mais pour les Américains, je pense qu'il fait les Américains sont plus proches de Trump que d'Hillary Clinton. Et en Europe, cette élection de Donald Trump, vous pensez qu'elle aura des conséquences, comme on l'a beaucoup entendu ? Oui. En fonction des mesures qu'il prendra, oui. Les États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale. C'est pas non plus... c'est pas le Luxembourg, quoi. Les décisions étrangères... J'embrasse d'ailleurs tous nos amis luxembourgeois. Les décisions étrangères des États-Unis ont quand même un poids assez important dans le monde. Oui, donc au niveau économique, mais on peut parler aussi de la montée des partis populistes en France. Oui,
Oui, on critique aux États-Unis, mais quand on voit qui a fini 3e aux dernières élections présidentielles, je pense qu'il faudrait peut-être se regarder un peu aussi avant de parler. Voilà, c'est ça la chose, c'est qu'une fois que Trump a été élu président, tout de suite aux 20h de France 2, il y avait Marine Le Pen. Donc... Comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ces partis extrémistes, contre ces partis populistes ? C'est pas à nous de lutter, je pense, contre ces partis. C'est vraiment aux hommes politiques en place. Parce que là, ils sont en train d'énoncer la montée des partis extrémistes, mais en même temps, je veux dire, à tous tirer dessus, entre guillemets, sans prendre, on va dire, de décision pour le peuple pour l'instant, bah, c'est sûr que ça va que aggraver. Nous, simples citoyens, on va pas... on peut prendre nos pancartes et aller manifester, mais bon, ça va pas changer la face du monde. Je pense que pour lutter contre eux, on devrait tout simplement pas voter pour eux. Donc ça les arrêtera forcément, au bout d'un moment. Et pour conclure, à votre avis, quel avenir pour les États-Unis ? Les États-Unis vont arrêter d'être une puissance ou vont continuer ? Bah moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que je pense que Donald Trump, il a des choses à prouver et s'il est capable de faire des choses bien, moi je suis prêt à l'accepter. De toute façon, j'attends simplement de voir de quoi il est capable. Après, il a juste déposé 4 fois son bilan avec son ancienne entreprise, donc je pense que oui, c'est un homme qui sait gérer, qui sait s'occuper des affaires, j'ai pas de doute là-dessus. Après, pour moi, beaucoup de personnes jugent Donald Trump alors que ça fait qu'une dizaine d'années qu'il est dans le monde politique. Donc on pourrait laisser pourvoir d'abord et pour moi, c'est mon avis. Donc on verra bien si les États-Unis déposeront le bilan à suivre. Voilà, c'est ça. Merci pour cette discussion très intéressante. Dans un instant, on se cultive et on joue. Mais avant, on écoute Nothing Else Matters de Metallica. Et je peux écouter. Non. Mais avant, une question de culture G. Quel océan borde l'île Maurice ? Je sais. L'océan Indien. Comment tu sais ça ? Parce que j'ai une culture générale assez poussée, on va dire. Et bah pour votre culture générale, c'est une des questions du questionnaire de culture générale des Miss France. Pour être Miss France, il faut savoir. Tu pourrais être Miss France, Hugo. Je vais présenter ma candidature. Antoine, qu'as-tu lu ce mois-ci ? Ce mois-ci, j'ai lu Chanson douce, le livre qui a gagné le Goncourt de cette année. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Leila Slimani, que je n'ai absolument pas aimé. Je suis vraiment désolé, mais ce livre, je n'ai pas vraiment réussi à l'accrocher. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi c'est ce livre qui a gagné le Goncourt, mais après tout, certes, des juges bien plus experts que moi l'ont élu, donc j'ai décidé de le lire et de vous en faire une petite analyse. Donc, quelle est l'histoire d'une chanson douce ? Déjà, il faut savoir que dans les premières pages du livre, on sait ce qui se passe à la fin. Donc, toute l'histoire du livre, c'est non pas d'essayer de savoir ce qui va se passer, mais d'essayer de savoir comment ça s'est passé. Et donc, on suit là l'histoire d'une mère et de son mari qui ont décidé d'engager une nourrice pour s'occuper de leurs enfants pendant qu'eux sont au travail. Alors, il faut savoir que cette nourrice est un petit peu particulière, elle est un petit peu mentalement dérangée, entre guillemets. On sait qu'elle a eu énormément de problèmes et on voit tous ces problèmes tout au long du livre. Et il faut savoir qu'elle va commencer à s'immiscer un peu trop dans la vie de famille et que les parents vont très mal le prendre, décider de se débarrasser de cette nounou. Sauf que elle ne s'est pas vraiment laissée faire et on découvre un peu ce qui s'est passé dans ce livre, ce drame, ce thriller qui, selon moi j'ai pas vraiment accroché, mais c'était pas mon type de livre. Mais après tout, allez-y, à vous de vous faire votre idée sur ce prix Goncourt de cette année. Donc il faut le lire pour pouvoir se faire son propre avis, parce qu'Antoine n'a pas toujours raison. Anaïs et Margot, vous allez nous faire jouer, c'est un blind test. On va devoir trouver des musiques de films, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc on va faire quoi ? Et on va lancer une musique de film et puis faut deviner le film ou la série que c'est. Comment tout le monde fait pour entendre ? Pirates des Caraïbes. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça ? Oui. Pirates des Caraïbes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Toute la saga s'est inspirée d'une attraction du parc Euro Disney du même nom. Depuis le succès suscité par les films, des sosies des personnages de la saga ont été ajoutés sur l'attraction. Et le 5e film, La Vengeance de Salazar, est prévu pour mai 2017.
les experts. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les experts? C'est pas Miami. Miami, c'est pas encore pareil. Donc la série contient 15 saisons avec une forte audience d'une moyenne de 20,6 millions de téléspectateurs par saison. Voilà. C'est le générique de The Walking Dead. C'est ça. Donc, les réalisateurs ont annoncé une saison 8 de 16 épisodes diffusée fin 2017 et l'actrice qui joue Tara est dans la vie réelle la sœur de Francis de la série Malcolm. Donc c'est quoi? On n'a pas entendu? Harry Potter. Donc le film qui suit Harry Potter et les animaux fantastiques est sorti le 16 novembre au cinéma. Ce serait donc pas dans Family Star. Bien sûr. Et pourtant c'est pas une série ni un film. Une émission. D'accord, émission. Ça touche la télé. Donc sur l'invitation du tournage du Prime de Danse avec les stars, il est précisé qu'une tenue de soirée est exigée. Fabien, tu vas nous parler de la plus longue grève dans l'audiovisuel privé français, c'est la grève AI-Télé. Et oui, puisque nous avons appris le mercredi 16 novembre la fin de la grève AI-Télé, qui sera rebaptisée CNews très prochainement par les dirigeants de Canal+. En effet, la grève avait commencé le 17 octobre dernier, entre autres car Vincent Bolloré, actionnaire principal du groupe Canal, avait décidé de mettre à l'antenne Jean-Marc Morandini. L'animateur ayant eu des récents problèmes avec la justice, les journalistes pensaient que cela porterait atteinte à l'image de la chaîne. Mais il y a des raisons supplémentaires, comme le fait que les journalistes veulent être plus indépendants de leur rédaction ou encore plus de moyens pour exercer leur métier. De multiples réunions qui ont eu lieu dans un climat tendu entre les grévistes et les dirigeants de la chaîne n'ont finalement débouché que sur des prolongations de grève. On a même pu voir des pleurs pendant ces réunions, preuve que les relations étaient plus que distantes entre les deux parties. Quelques jours plus tard, les réunions sont toujours de plus en plus tendues, surtout lorsque le directeur de la rédaction dit qu'il n'aime pas certaines personnes qui travaillent pour la chaîne. Cela interpelle les internautes et le hashtag Je soutiens iTélé est créé. Cela entraîne des rassemblements de soutien devant les locaux de la chaîne. Et c'est le lundi 7 novembre, dans la 3e semaine de grève, que des syndicats de salariés d'ITélé sont reçus par la ministre du Travail Myriam El Khomri afin de faciliter les médiations entre journalistes et dirigeants. Une semaine plus tard, la direction d'ITélé entame des négociations avec les grévistes. Et 2 jours plus tard, ils votent la reprise du travail dès le protocole d'accord avec la direction signé. Ce protocole permettra notamment aux journalistes d'avoir plus de moyens et donc faciliter leurs conditions de travail. Pendant ces 31 jours de grève, ce sont des reportages sur différents sujets qui alimentaient l'antenne. Cette grève aura tout de même provoqué 25 départs. L'antenne a réouverte dimanche 20 novembre à 18h pour le premier tour des primaires de la droite et du centre. La soirée était animée par Laurence Ferrari et Olivier Galzi. Merci Fabien. Allez, on a parlé des élections américaines, mais maîtrisons-nous vraiment la langue de Shakespeare? Je vous donne une expression anglaise et vous allez devoir deviner la bonne traduction. Ok. Break a leg. Bonne chance. Casser des Ah pattes, oui, c'est ça, c'est bonne chance. Mais comment on pourrait le traduire par une expression française? Casser des jambes. Oui, casser des jambes, mais c'est pas... Casser les pieds. Non, ok, mais non. Bon C'est pas quand, par exemple, on se dit merde. Voilà, ça peut être Ouais, ça c'est par ça, exemple. ouais. Donc c'est une expression Ouais, pour mais dire bonne bonne chance. chance. D'ailleurs, est-ce Bah que oui, vous mais- savez d'où vient le fait de dire merde pour souhaiter bonne chance à quelqu'un? Vas-y Hugo. Oui, je sais. Eh bien, c'était à l'époque où les théâtres marchaient beaucoup et que donc on allait en carrosse conduit par son cocher. Et donc justement, si il y avait beaucoup de crottins devant la salle de théâtre, car c'était encore à l'époque des chevaux, ça signifiait que la pièce de théâtre avait une forte affluence. Du coup, avant de monter sur scène, les comédiens se disaient merde pour espérer qu'il y ait justement du crottin devant la salle de théâtre. Deuxième expression, Voilà. couch potato. Molasson, Molasson, donc c'est un molasson, c'est quoi? une patate chaude. Non. Non, mais Non, c'est un feignant. un feignant, Un, voilà. un couch potato. Bon, c'est bien Hugo. T'auras ton bac d'anglais. Je suis chaud. Fleur, tu vas nous parler de sport. Oui, je vais vous parler de sport. Donc, encore une fois, je vais vous parler de la gymnastique, mais cette fois, je vais vous parler de Nadia Comaneci. C'est une gymnaste roumano-américaine. C'est la première gymnaste de tous les temps à obtenir la note parfaite de 10 aux Jeux Olympiques. Avec cette note parfaite, c'est la plus renommée au monde et elle a donné une dimension populaire et médiatique.
Kelvin, tu as des informations insolites pour nous. Oui, c'est cela. Donc, j'ai relevé plusieurs informations insolites que dans le monde, mais surtout en France. Donc, tout d'abord, le site de rencontre Elite Rencontre a publié un sondage concernant la fidélité en France. Donc, les villes les plus fidèles en France sont Nancy, Reims, Amiens, Toulon et Vannes. En revanche, le site n'a pas révélé le classement des villes les plus infidèles. Également, drôle d'initiative à Pont-l'Abbé dans le Finistère. Suite au passage d'une tempête, un arbre a pris la forme de la tête de Michel Polnareff. En voyant cela, un artiste breton a créé les célèbres lunettes du chanteur d'une longueur de 2 mètres de large et 50 cm de haut. Le chanteur a publié un tweet où il dit « Bravo à l'humour sympathique et raciniesque ». Pour rappel, Michel Polnareff est breton du côté maternel. Nous allons parler du célèbre Rémi Gaillard, qui fait parler de lui en bien pour une fois. L'humoriste a décidé de s'enfermer de longues heures dans un chenil de la SPA pour montrer les conditions de vie des animaux présents à la SPA. Ce geste a provoqué un mouvement de solidarité et la SPA où se trouvait Rémi Gaillard a déjà récolté plus de 200 000 €. Un geste que je tiens à féliciter. Et pour finir, les élections aux États-Unis ont marqué et ont été très tendues, mais une image insolite a eu lieu en direct sur la chaîne CNN. Sam Wang, qui est un sondeur américain très connu, avait dit que pour lui, c'était Hillary Clinton qui devait remporter les votes. Si Donald Trump était élu, il avait dit qu'il mangerait des grillons. Une parole étant une parole, M. Wang a mangé des grillons en direct à la télé. Cet événement montre que les élections américaines avaient pris beaucoup d'ampleur. Maëlène et Hugo, vous êtes intéressés à l'actualité People. Donc oui, on s'est intéressé à l'actu People. Donc pour commencer, donc Cyril Lignac, le cuisinier qui anime Le Meilleur Pâtissier, donc a eu un grave accident de scooter dans la nuit du samedi 19 novembre au dimanche 20 novembre vers 2h30 et il s'est fait plusieurs fractures à la jambe. Alors ensuite, l'actrice Emilia Clarke, qui joue Daenerys du Typhon dans Game of Thrones, sera dans le prochain Star Wars, qui sortira en 2018. Autrement, donc le duo de chanteurs, les frérots de la Vega, donc se sont séparés. Caroline Receveur a annoncé qu'elle était avec M. Pokora. Valentine, tu as un coup de cœur musical. Oui, je vais vous parler de 2 coups de cœur pour le chanteur français Damien Saez, qui vient de publier 2 musiques qui rendent hommage aux victimes des attentats de Paris du 7 janvier et du 13 novembre 2015. Donc la première est Les Enfants Paradis, où l'artiste évoque les victimes du Bataclan. C'est une musique touchante et poignante, il appelle à la paix. Et la seconde musique est Tous les gamins du monde. Il chante accompagné d'une guitare pour célébrer la mémoire de ceux qui ont succombé à l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, un véritable appel à la liberté. Et pour finir, nos infos préférées, ce sont les infos d'Hugo. Jeanne, prends le micro tout de suite pour générique. Mais M. Sarkozy, je trouve c'est un compromis un peu bâtard. Si je voulais faire rire quelques-uns ou en faire grogner d'autres. Réfléchissez 2 minutes, excessif. Eh bien oui, ça va mieux. Ok, on commence tout de suite, on part en Russie, où en 1986, un avion de ligne russe s'écrasa à l'atterrissage, faisant 70 morts. Pourquoi ? Oui, je sais, on commence très très gai cette chronique. Pourquoi ? Parce que le pilote de l'avion avait parié avec son copilote qu'il pouvait faire atterrir l'avion uniquement en le gardant instrument sans aucune aide visuelle. Bon, il a perdu, mais comme le dit l'hymne russe, Pletkami danaya mudlov narodnaya. Ça veut dire sagesse de nos ancêtres. Politique maintenant, le 8 novembre, la nouvelle maire du village de Rabbit Hash dans le Kentucky a pris ses fonctions. Sa particularité, c'est que Britney Paltrow, donc c'est son nom, est une chienne pitbull de 3 ans. Son programme sur la tolérance lui a permis de battre un âne, une poule, un chat et une figurine de Godzilla. Élire un chien comme maire, non mais c'est n'importe quoi. En même temps, au présidentiel, les Américains avaient bien le choix entre un gros porc et une peau de vache, donc bon.
Économie maintenant. Toblerone Gate affole outre-Manche, donc outre-Manche et Royaume-Uni. Si bien que le mardi 9 novembre au matin, le terme était 40 fois plus recherché que l'élection américaine. Mais qu'est-ce que c'est Toblerone Gate pour qu'il soit plus recherché que l'élection américaine? C'est quoi, une troisième guerre mondiale, une invasion extraterrestre? Non, en fait, c'est le changement de forme des barres chocolatées Toblerone. L'espace entre les triangles sera plus grand. Pendant que les Syriens se font bombarder par les Russes, que les Israéliens et les Palestiniens se tirent dessus, que Daesh a dépassé le seuil de 15 000 victimes, que les cartels de drogue mexicains font plus de 10 000 morts par an et que la Corée du Nord est à l'aube de devenir une menace nucléaire, les British, entre deux cups of tea, s'inquiètent pour du chocolat. Sport maintenant, un Norvégien a eu une idée, originale on va dire, d'organiser un match de foot avec une règle très simple, le taux d'alcoolémie moyen de chaque équipe doit être supérieur à 1 gramme. Si le buteur est en dessous de ce taux, le but est annulé. À l'annonce de cette nouvelle, Gérard Depardieu s'est proposé pour être le capitaine. On est tous avec toi, GG. Cinéma maintenant, sorti le 16 novembre du spin-off d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques. Donc qu'est-ce qu'un spin-off? C'est une œuvre de fiction se focalisant sur l'univers d'une œuvre précédente sans pour autant avoir de personnages en commun avec elle. Les Animaux Fantastiques, c'est donc le même univers qu'Harry Potter. Donc moi je voudrais dire stop au nom des personnes qui, comme moi, n'aiment pas Harry Potter. Déjà parce que pendant 10 ans, de 2001 jusqu'à 2011, on s'est tapé les 8 films du Petit Sorcier à lunettes, on croyait s'en être sorti et maintenant on repart avec 5 films jusqu'au moins en 2020. En fait c'est comme les dictatures des Kim en Corée du Nord, ce bordel. Les personnages changent mais ils nous font toujours autant chier. Télévision maintenant, Julien Lepers a été éliminé de Danse avec les stars. Donc ça montre quand même la supériorité de TF1 par rapport à France Télévisions, parce que là où France 3 aura mis 20 ans pour s'en débarrasser, TF1 aura juste eu besoin de 5 émissions. Merci Hugo, et on embrasse bien sûr Julien Lepers. Jeanne, on va jouer pour terminer. Oui, c'est ça. On va jouer. Quelles sont les règles du jeu? Comme la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez du jeu, on va donner des mots, vous allez devoir faire deviner les mots à votre coéquipier, vous serez en binôme. Mais cette fois, on va faire les vraies règles, Hugo, parce que la dernière fois, tu avais triché. Comment? On ne dit pas des phrases pour trouver le mot. On va devoir dire des mots qui sont à peu près synonymes du même mot, quoi. Donc, qui veut y jouer? Moi, je vais bien remettre ma ceinture de champion en jeu. Owen et Hugo. Owen et Hugo, et avec qui? En face. Me remets avec Louis. Ah, vous remettez, ok, d'accord. J'avais gagné avec lui l'autre fois. J'irai avec Kelvin. D'accord. Donc vous avez 1 minute 15 pour faire deviner le maximum de mots. Ok. Sans tricher, Hugo. Je propose que les champions commencent. On va voir ça. C'est pas encore parti. C'est parti. Ok. Alors, tu as une veste et donc tu la mets sur un porte-manteau. Voilà. Non, ça c'est de la triche. On fait pas des phrases. Ah, on fait des d'accord. mots. Ok, je te dis chaise. Table. Ouais. Tringle. Rideau. Ouais. Voiture. Camion. Non. Lieu. Maison. Non, pièce. Pièce, voiture. Moteur. Non, une pièce. Une pièce où tu mets ta voiture. Garage. Oui, c'était le garage. Radio Broadionette. Radio. Voilà. Oui, maintenant je vais dire. Ouais. C'est de la triche, ça. C'est pas encore prêt pour les règles. Hein. Fleur. Non. Cheval. Poney. Non. Sport. Équitation. Ouais. Appartement. Maison. Ouais. Camion. Voiture. Ouais. Comment on peut faire deviner tondre pelouse? Donald Trump, c'est une poubelle, ouais. Non. Pour le mur, ouais. Bon, Jeanne, on a dépassé le temps. Vous avez dépassé le temps et en plus de ça, c'était un gros flop. Bon, Owen. Owen. Qui est avec Calvin, pardon. Je suis avec Kelvin. D'accord. Et c'est parti. Alors, fauteuil. Canapé. Tu commences bien. Vous n'êtes pas très au point sur les règles. Hein. Camion. Voiture. Feu. Pompier. Ouais. Heure. Minute. Aiguille. Montre. Autre. Horloge. Ouais.
Baiser. Un baiser. Ah. J'ai eu peur que Jeanne, en faisant sa chronique, dérape un peu et part dans le sujet un peu plus chaud, j'ai eu peur. Là. Bisous. Presque. Embrasser. Oui. Polo. T-shirt. Oui. Flèche. Arc. Presque. Sport. Le tir. À l'arc. Crayon. Stylo. Ouais, voilà. C'est fini. Bon, bah c'est bon. Donc Hugo a été détrôné. Oui, mais par une nouvelle règle aussi, donc qui n'est... Non, qui a toujours été la même, mais que tu avais décidé de ne pas en tenir Donc compte. les gagnants Voilà. sont Kelvin et Owen. La place sera remise en jeu dès la prochaine émission. Cette émission est trop courte, mais nous nous retrouvons très bientôt au mois de décembre. En attendant, vous pouvez nous écouter en podcast sur radiobraise.bzh. Merci d'avoir écouté Vue 2 Chez nous. Vue 2 Chez nous. C'était Vue de chez nous, animé par Alexandre Urvois et réalisé par Fabien Briand. Merci pour le soutien de Radio Broadienet et du lycée Jeanne d'Arc.